La croyance en la sorcellerie ou le charlatanisme est largement répandue en Afrique subsaharienne. Selon un sondage, la Côte d'Ivoire fait partie des 10 pays où cette croyance est la plus forte avec un taux de 95%, le Ghana 77%. Alors, dans les rues d'Abidjan, demandez la définition de la sorcellerie ou du charlatanisme, la réponse est toute faite. Quand on dit sorcellerie, c'est tout ce qui est mauvais. Le sorcier, lui, ne fait pas ce qui est bon, c'est ce qui est mauvais. Et le charlatanisme, bien sûr, on va consulter un charlatan, mais le sorcier et puis le charlatan travaillent ensemble. La sorcellerie, c'est quelqu'un qui aime faire du mal à son prochain dans la nuit, pas dans le jour. Dans la nuit, c'est ça, moi j'appelle un sorcier. Un charlatan aussi, c'est quelqu'un qui consulte dans le mal. Puisque tout ça, c'est la nuit qu'ils le font. Et le charlatan, c'est lui qui consulte. Pour moi, la sorcellerie n'est pas une bonne chose. C'est pas, en tout cas, je ne peux pas conseiller quelqu'un d'être sorcier. Comparaître à la barre du tribunal pour répondre de cette pratique de sorcellerie ou de charlatanisme, cette scène est de plus en plus fréquente dans le temple de Thémis. Mais bien souvent, la relaxe des prévenus est prononcée au motif qu'il n'y a pas de preuves tangibles. Une décision incompréhensible pour les justiciables. Un sorcier peut être positif et puis il peut apporter des trucs positifs aussi à son prochain. Parce qu'il y en a des négatifs, il faut savoir les départager. Par contre, il y en a qui sont négatifs, ils poussent les gens à faire du mal à son prochain. Bon, ces personnes-là, il faut les trier, il faut les mettre en prison. Le jeune Bouba Gati Touré, c'était un charlatan qui a demandé de donner un enfant ou bien un sacrifice humain pour que son vœu se réalise. C'est devenu riche. Le monsieur, le jeune a été clair, il dit non, que c'est un charlatan qui l'a demandé de faire ce sacrifice. Donc, dès l'instant que ça entre dans ce cadre-là, la loi doit mettre une sanction en place. Pas forcément poursuivre ceux qui font ce geste, mais ceux-mêmes qui poussent les jeunes à faire, il faut les poursuivre. Donc ce monsieur en question, il faut le traquer, il faut l'attraper, pour qu'il n'induise pas d'autres jeunes encore en erreur. Ces gens de personnes même là, ils ne doivent pas exister. Parce qu'ils sont là pour nuire à la vie de tout un individu. Hein. Ils sont prêts à faire du mal. À mon point de vue, on ne doit pas les mettre en prison. Moi, c'est de les éliminer. Aujourd'hui, pour mettre quelqu'un en prison, il faut des preuves physiques, des preuves palpables. Or, les sorciers ne travaillent pas physiquement, ils travaillent dans le monde spirituel. À tort ou à raison, des morts, des maladies et bien d'autres malheurs sont imputés à la sorcellerie ou au charlatanisme. Or, les accusations de sorcellerie sont fondées sur des bases non rationnelles. Comment la justice pourrait-elle réprimer la sorcellerie sans commettre des injustices? L'article 205 du Code pénal ivoirien règle-t-il vraiment le problème? La question, ce sera donc dans quelques minutes maintenant sur RTI1. Voilà, les réactions affluent sur notre page Facebook avec de nombreuses questions, que ce soit donc sur la page ou en inbox. Merci en tout cas de nous suivre, ça fait plaisir. Maître, bonjour. Bonjour, Marco. On va aller tout de suite droit dans le vif du sujet. Alors, on va définir les termes. Enfin, les termes. C'est quoi la sorcellerie et c'est quoi le charlatanisme selon le droit? Malheureusement, notre code pénal ne donne pas de définition ni du charlatanisme, ni de la sorcellerie. Il est dit simplement est puni d'un emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs. Quiconque se livre à des pratiques de charlatanisme, sorcellerie ou magie. Voilà ce que le code dit. Et encore susceptible de troubler l'ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou aux biens. Voilà le décor tel que présenté, planté par la sorcellerie. Ça, c'est vrai que c'est un peu sorcellerie, charlatanisme ou magie. C'est flou. Donc, comment poursuivre en droit pénal un phénomène métaphysique? Là est la question. Il faut dire que cet article est venu à la suite de plusieurs demandes. Cet article ne figurait pas à l'origine dans notre code pénal en tant que tel. C'est lorsque des phénomènes inexpliqués ont commencé à se multiplier et que des personnes considérées comme des éclairés, en réalité ce sont des personnes éclairées, nos députés, ont commencé à se rendre compte que des phénomènes inhabituels, bon, inhabituels pour peut-être la jeune génération, peut-être habituels pour les anciens, commençaient à faire surface. Je veux dire, dans le milieu évolué intellectuel, c'était invité un certain nombre de pratiques qui conduisaient à des décès ou bien à des conséquences graves et dommageables pour les individus ou les biens, que les députés se sont penchés sur la question
et l'article 205 a été suscité. Non, ce n'était pas l'article 205. Il a fallu légiférer sur la sorcellerie et le charlatanisme. Parce que les plaintes commençaient à devenir un peu récurrentes. Alors, comment prouver? C'est ça, c'est toute la difficulté. Hein. Quand on vous écoute, comment prouver que cet acte-là est subséquent ou bien découle de la sorcellerie ou du charlatanisme ou de la magie, tout simplement? Là est l'un des problèmes réels de notre code pénal. C'est l'un des problèmes réels de ce milieu, de ce phénomène. La preuve est difficile à faire. Et c'est pourquoi, dans tous les procès où vous verrez des personnes poursuivies pour sorcellerie, c'est l'aveu. C'est l'aveu seul qui est considéré comme preuve. Moi, j'ai eu des dossiers où j'ai plaidé contre des sorciers, des personnes qui étaient poursuivies pour sorcellerie. Bon, quand je dis contre des sorciers, c'est l'homme de la rue qui parle. Sinon, pour l'avocat, c'était des personnes qui étaient poursuivies, qui étaient présumées sorciers. Mais ces personnes sont venues à la barre et sans faux fuyant, ont plaidé, ont déclaré, ont même cherché à justifier leur acte. Bon, des personnes qui viennent à la barre, qui disent, bon, je veux être chef du village. On m'a demandé de donner un homme ou bien on m'a demandé de donner une femme. Le juge demande, mais donner un homme, ça veut dire quoi? Il dit, non, c'est pour faire un sacrifice, pour que je sois chef. Le juge demande, mais un sacrifice pour être chef, ça veut dire quoi? Le monsieur il a parlé sans faux fuyant. Il dit, chez eux, pour être chef, il faut sacrifier quelqu'un. Et qu'il fallait sacrifier cette personne. Et c'est l'ancien chef, qui a proposé sa nièce comme sacrifice pour que le nouveau chef s'installe. L'ancien chef n'a pas nié. Et pour la première fois, je vous disais, j'ai vu un procès verbal fait par des sorciers. Un procès verbal sur du papier, écrit au bic, photocopié, au stylo, écrit au stylo, oui, vous savez. Et ce document a été produit au débat. Ils avaient fait une réunion. Ils avaient fait une réunion dans un hôtel de Yopougon à l'époque. Et je vous parle de 2001-2002. Et ils ont fait le procès verbal. Ils ont dit qu'ils avaient décidé de tuer telle personne et que désormais ils l'ont remplacé par telle autre. Et suite à une réunion, c'est terminé, la personne peut vaquer tranquillement à ses occupations. Et quelques années après, elle se rend compte que des phénomènes bizarres se passent encore dans sa famille. Il y avait une voyante, qu'on disait voyante à Yopougon à l'époque, dont les services ont été sollicités. Et c'est elle... Par qui? La justice? Non, pas par la justice, par la famille. Et c'est elle qui a démasqué ceux qui étaient présumés sorciers. Ça a été filmé et le film a été... Bon, malheureusement, le film a disparu au greffe, on ne sait pas par quelle magie. Il y avait même un fétiche qui est venu... Justement, c'est la magie. Un fétiche qui est venu, qui était aussi sous-scellé. Les acteurs de ce procès sont encore là. Vous pouvez leur demander, après je vais vous donner les noms hors antenne. Mais le fétiche aussi a disparu au greffe. Le greffier a été formel, il dit non, lorsque les scellés sont arrivés, il y avait un fétiche, mais le fétiche a disparu. Et ces personnes sont venues sans faux fuyant. Et lorsque le procès verbal a été produit, la dame, elle dit, mais cette fois-ci, pourquoi les phénomènes se continuent? On dit non, le premier élément est fini. Il y a encore d'autres dettes. Que l'oncle de la dame a fait des dettes dans un groupe où il fallait livrer quelqu'un. Et l'oncle n'a pas nié. Et certains sont venus même revendiquer. Certains sont venus, ils disent à la barre, mais lorsque telle personne a donné son oncle, son neveu ou sa nièce, il n'y avait pas de juge, il n'y avait pas d'avocat. Pourquoi aujourd'hui, autour d'un tel, on nous amène au tribunal? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Tout le monde est jugé? Puisqu'ils viennent avouer. Mais ils ont avoué. Ils revendiquaient même. Donc vous voyez, des personnes qui viennent à la barre, qui avouent, qui revendiquent, qui justifient. Quel élément de preuve cherchez-vous? Mais en dehors de ça, lorsqu'ils disent que ce n'est pas eux, là en ce moment, la justice est bloquée. Parce qu'en dehors de la preuve, c'est une dimension qui n'est pas matérielle, comme on l'avait dit, elle est métaphysique. Alors, maître, je souhaiterais qu'on revienne sur un point. Vous avez dit là que la famille a sollicité les services d'une dame pour pouvoir démasquer les sorciers. Et comment ça se passe à la justice? Parce que quand il y a un problème au niveau, par exemple, d'une défaillance automobile, on envoie un expert en automobile. Quand il y a une défaillance au niveau, quand il y a un décès, on envoie un médecin légiste. Mais quand on parle de sorcellerie, là, quel expert on appelle? C'est un point que vous touchez. Est-ce que la justice a des experts en sorcellerie? Non, pas encore aujourd'hui. Je sais que ça viendra. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous remarquez dans les pays occidentaux,
Il y a certains films qui nous montrent que certains pays occidentaux font appel à d'autres compétences pour élucider certains crimes. Des profilers en sorcellerie peut-être? Non, il y a d'autres compétences. Par exemple, des médiums, des voyants, ou bien des personnes qui entrent dans une dimension qui vous reviennent avec des éléments. Est-ce qu'on est toujours dans le droit là? Ici, on n'a pas encore pu atteindre ce moment, cet élément. Mais ici, quand on dit élément de la recherche de preuves, on a recours à l'expert. Mais l'expert a appris quelque part. Oui, moi, ce qui me gêne, maître, c'est que au-delà, même s'il y a aveu, pour revenir, même s'il y a aveu, par exemple avec le cas triste, on ne le dira jamais assez, de Bouba, le monsieur a avoué, il dit que c'est lui. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est lui? Parce qu'on sait tous qu'il est présumé innocent jusqu'à ce qu'on ait la totalité des preuves. Oui, justement. Mais voilà, qu'est-ce qui prouve? Même si j'avoue, on peut avouer un crime pour protéger quelqu'un. Qu'est-ce qui prouve que c'est lui? En droit, on dit l'aveu est la mère des preuves tant que cet aveu n'est pas estorqué. Lorsque l'aveu n'est pas estorqué, ni par violence, ni par tromperie, l'aveu est la mère des preuves. C'est-à-dire celui qui avoue librement. Voilà. Il dit c'est lui. Qu'est-ce qui prouve que c'est lui? Mais il dit que c'est lui. Est-ce qu'on l'a frappé? On cherchera à savoir. Et on cherchera à savoir. L'a-t-on frappé? Non. L'a-t-on menacé? Non. L'a-t-on trompé? Est-ce qu'on a des éléments ADN? Est-ce qu'on a des éléments qui permettent de croire effectivement ce qu'il a dit? Parce qu'on a vu des gens écrire « Omar m'a tué » sur le mur. Oui. Mais à la fin, on a vu que Omar n'a pas tué. Oui, le procès Omar Haddad. Oui, en fait, c'est le sens de l'interprétation de la preuve. La personne qui a écrit « Omar m'a tué », est-ce que voilà, c'était ça le nœud du problème? Était-ce Omar? Et vous avez vu comment les experts graphologues ont fait des erreurs. Il y a un livre qui est paru sur ce procès et vous verrez les failles de l'expertise moderne, parfois. Mais aujourd'hui, il y a cette expertise-là qu'on n'utilise pas encore chez nous, certainement pour rechercher les preuves de sorcellerie. Il y a en son temps un magistrat, paix à son âme, qui avait fait un article. Un article sur... Il y a des phénomènes nouveaux qui s'invitent dans d'autres tribunaux. Il faut chercher des expertises nouvelles. Est-ce qu'il y a des profilers en Côte d'Ivoire? À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Bon. Donc, pour vous dire, et en second lieu, il y a eu un autre procès qui s'est passé dans une ville de l'intérieur. Un enfant qui dit qu'il a vu son grand-père venir le taper alors qu'il est à Abidjan. Et sa mère qui dit, mais écoutez, vous ne pouvez pas... Elle gronde son fils qui accuse son père de pratique de sorcellerie. Et jusqu'au soir, l'enfant a mal à la tête, il décède. La mère exige que le corps soit ramené au village et qu'un rituel de recherche de coupables soit... qu'on fasse usage d'un rituel de recherche de coupables. Mais ce rituel consistait en quoi? Je sais que le magistrat qui m'a raconté ce fait se reconnaît. Il fallait aligner tous les vieux suspects du village. Bon, comme en Afrique, toujours, c'est les vieux comme suspects. Il fallait aligner tous les vieux suspects du village. Et chacun devait venir mordre le gros orteil du défunt. Oula. Voilà une pratique, certainement ancestrale, mais certainement qui fait ses preuves. Arrivé autour du grand-père, il mord lui-même son propre pouce. Et vous savez que dans ces circonstances, il y a toujours des personnes qui veillent au grain. Et les veilleurs circonstanciels ont demandé que les faits, que le processus recommence. Le vieux qui refuse de le faire. On le traduit devant, on l'envoie à la gendarmerie, enquête préliminaire, on le défait au parquet, il passe en jugement. Et à la barre, il nie tout. Et vous savez, à l'intérieur, souvent, dans la foule, il y a des personnes, lorsque le procès est un procès quelquefois retentissant, des personnes s'autorisent à prendre la parole de façon sporadique. Donc, de la foule, quelqu'un crie, celui-là ne croit pas en Dieu, il va mentir. Monsieur le juge, laissez-le, comme ce n'est pas lui. Chez nous, nous avons une eau dans laquelle on lave tous ceux qui sont soupçonnés de sorciers. Et lorsqu'on finit de les laver, si c'est un sorcier, il dit la vérité. Grand silence dans la salle, un soupir, la personne poursuivie qui est à la barre regarde tout autour, qui dit, monsieur le juge, en réalité, c'est moi qui ai tué l'enfant. Vous voyez? Certains diront, on l'a menacé. Mais nul ne connaît cette eau. C'est une eau. Ce n'est qu'un bain. Mais pourquoi devant ce bain,
il a eu si peur. Parce qu'ils ont une méthode qui fait ses preuves, qui est reconnue de tous. Et celui qui avoue. Pourquoi on l'a envoyé là? Parce qu'on pensait qu'il était lié au décès subi et injustifié de l'enfant, et inexpliqué de l'enfant. Et il y a un film célèbre qui est passé en France en son temps, Lienne, où l'enfant est chez lui, à Paris, et il voit son grand-père. Comment son grand-père a pu arriver à Paris? Il explique à son père qu'il a vu son grand-père qui vient lui prodiguer des conseils, son grand-père qui ne sait ni lire ni écrire, mais qui circule dans Paris. Et lorsque le monsieur ne croyait pas, qu'est-ce qu'on a vu après? De son retour du travail, sa femme lui dit, mais ton papa est arrivé ici. Mais il est étonné, son papa est au village. C'est un grand classique de la société. Vous voyez? Donc, je n'appellerai pas ça sorcellerie, j'appellerai ça peut-être une dimension métaphysique. Il arrive à sortir d'un ensemble physique pour entrer dans un monde qui n'est pas le nôtre. Alors, un exemple concret de personnes. J'ai l'habitude de voir, ça c'est monsieur Konaté, j'ai l'habitude de voir donc de la poudre, du sel, de l'ail en bas de mon véhicule, des feuilles avec des œufs de façon récurrente une fois par mois quand j'ai commencé mon service donc au sein de cette banque. Dois-je porter plainte? Il peut porter plainte contre X. Il prend les photos. Il prend les photos, il porte plainte contre X. Parce que en matière pénale, il y a ce qu'on appelle le principe de la personnalité des crimes et des délits. En fait, un crime, on ne le poursuit pas comme ça. Il faut le lier. Ou bien un délit, on ne le poursuit pas. Il faut le lier à une personne. On ne dit pas bon, qu'on a vu un poulet mort avec des boyaux placés de façon... Quelqu'un viendra vous dire ça, c'est grave. Mais on poursuit qui? Voilà la question. Donc c'est pourquoi il faut rechercher la personne. Il faut faire une enquête normale, rechercher les coupables et les traduire devant les tribunaux. Mais parfois, les faits sont tels que le coupable se désigne lui-même. Ou bien, souvent dans les décès ou dans nos villages, on dit, bon, ce n'est pas normal. Il faut qu'on interroge les cadavres. Bon, il faut dire que c'était des méthodes à l'époque qui ont fait leurs preuves. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le droit moderne. Ce qui fait qu'il est difficile de transposer la coutume dans le droit. Néanmoins, si des éléments de la coutume permettent d'éclairer le droit, à mon avis, on devrait pouvoir y faire recours. Mais c'est leur fiabilité qui pose problème. Voilà. C'est pourquoi le droit a choisi l'aveu. Vous voyez? Et quelqu'un demandait quelles sont les sanctions. Maître, s'il vous plaît, avant d'arriver aux sanctions, la victime, est-ce que la victime est protégée? Parce que là, si quelqu'un veut attenter à ma vie physiquement, que cette personne est enfermée, je suis protégée. Mais la personne veut attenter à ma vie spirituellement, même si elle est enfermée. Je ne suis pas forcément protégée. Bon, mais l'emprisonnement n'est même pas une protection assurée pour la victime. Parce que l'emprisonnement est toujours dans un délai limité. Si la personne revient. Oui, la personne emprisonnée peut avoir des relais aussi dans la société qui peut faire. Donc ça veut dire que même pour les crimes, pour les délits, les crimes et délits physiques, la protection de la victime n'est pas totale. À plus haute raison pour des faits, pour des choses qu'on ne voit pas. Sinon, pour le cas dont je vous parle, où il y a eu le procès verbal des sorciers, les personnes étaient condamnées. Bon, après, je n'ai plus cherché à savoir si la victime était protégée comme on l'aurait voulu. Néanmoins, la justice a fait son travail de condamner. Parce que Et là, j'ai vraiment aimé, la justice a admis comme moyen de preuve des éléments qui ont été fournis par une voyante. Parce qu'il y avait un film, il y avait des aveux, il y avait des éléments qui pouvaient être considérés comme des éléments constitutifs, comme éléments du crime. Il y avait un procès verbal. Non, le procès verbal, lui, c'était des faits antérieurs. Sinon, pour ce fait-là, il n'y avait pas de procès verbal. Seulement, il y a eu des personnes qui sont venues avouer. D'accord. Justement, quand on avoue, quelles sont les sanctions auxquelles on s'expose? Bon, la loi dit c'est de 5 ans à... un emprisonnement de 2 à 5 ans. Mais aussi, il faut que... Oui, 2 à 5 ans. Pour vous dire que celui qui fait une tentative d'assassinat, il est puni plus gravement que celui qui tue en sorcellerie. Pourquoi? Voilà. Parce qu'on estime que c'est une atteinte à l'ordre public. Ou bien une atteinte au bien, mais on ne dit pas l'atteinte au bien ou aux personnes. Mais cette atteinte-là, on ne distingue pas si l'atteinte a conduit à une mort. Par exemple, quelqu'un qui fait des coups et blessures, c'est une atteinte à la personne. Mais si par la suite il y a décès,
l'infraction cesse d'être des coups et blessures pour devenir homicide. Mais un sorcier, du moins une personne qui est tuée en sorcellerie, c'est une atteinte aux personnes, c'est une atteinte à l'ordre public. Ce n'est pas poursuivi comme crime. Voilà encore l'un des éléments, l'un des écueils de cette loi-là. On considère que le sorcier est plus protégé que le voleur du portable. Nessie, une minute, je vous en supplie, il y a une question qui vient de tomber. Oui. Chaque fois que j'arrive au travail le matin, mon collègue a des incantations qui me font peur, qui ne sont pas en adéquation, excusez-moi, qui ne sont pas en adéquation avec mes convictions religieuses. Ce qui fait que j'ai très mal à la tête et ma journée devient difficile. Est-ce que je peux porter plainte contre lui? Bon, mais est-ce que c'est une pratique de sorcellerie? Des incantations, chaque fois quand la personne arrive au bureau, de quel genre? Bon, on me dirait peut-être, il peut dire qu'il a un trouble au travail, oui. Mais c'est comme par exemple certaines personnes qui prient assez bruyamment, qui empêchent l'adversaire, pas l'adversaire, qui empêchent le voisin de dormir. C'est l'absus révélateur. Oui. Non, vous savez, j'ai toujours un adversaire en face. Donc, qui empêche le voisin de dormir. Mais on ne dirait pas que c'est des pratiques de magie ou de sorcellerie. On dirait que c'est un trouble. Si c'est la journée, c'est des troubles diurnes, ou bien si c'est la nuit, ce sera nocturne. Donc il peut dire qu'on le trouble dans la manière de travailler. Il peut porter plainte au supérieur hiérarchique pour que le voisin arrête les incantations. Mais on ne pourra pas dire que c'est de la sorcellerie ou c'est de la magie, et ainsi de suite. Quelqu'un qui vient avec des éléments dans le bureau, des éléments, quel type d'éléments? Par exemple, qui boit de l'eau et qui crache devant le bureau avant d'entrer, Non, ça c'est un manque de savoir-vivre. Celui qui crache devant le bureau avant d'entrer, c'est un manque de savoir-vivre. On pourra pas dire. Il y a des choses quand même. En fait, souvent aussi, on interprète tout. Vous voyez, un jour, il y a une dame qui vient, je suis allé voir un prêtre, et la dame qui vient, non, j'ai voulu poursuivre un cafard, mon pied a cogné. Donc le cafard vient du village. Que le cafard doit venir du village. Le prêtre dit, mais il fallait simplement regarder là où vous mettez les pieds. Parce que si vous poursuivez un cafard, que vous cherchez, vous fixez le cafard sans regarder où vous mettez les pieds, que vous trébuchez. En ce moment, vous n'allez pas accuser le cafard de sorcellerie. Et aussi, il faut dire qu'il y a des personnes qui ont je veux dire, qui sont paranoïaques à la limite. On interprète tout. On voit une mouche, tu es vaincu. On voit un cafard, on voit des sorciers partout. Mais là encore, imaginez-vous si on doit porter plainte pour tous ces éléments, on va porter plainte contre le cafard, on porte plainte contre la mouche à côté. Mais écoutez... Les gens sont sur le qui-vive. Bon, mais dans ces conditions, imaginez-vous que le droit dise, bon, pour tel élément, vous cherchez à porter plainte. Mais les policiers n'auront plus rien à faire que de recevoir des plaintes pour les sorciers. Là, c'est une femme qui parle, Aminata connaît. Mon époux me demande, enfin, mon homme me demande au moins un jour de la semaine, de porter une certaine tenue par rapport pour passer la nuit. Est-ce du charlatanisme? Oui, à supposer que ce soit du charlatanisme. Est-ce que ça porte atteinte à l'ordre public? Parce qu'il y a un élément fondamental pour la sanction. Il faut que ce fait, sorcellerie, magie, ou de sorcellerie de magie, ou de charlatanisme, porte atteinte à l'ordre public, aux biens ou aux personnes. Dans ce cas-là, ça c'est très bien de le dire. Donc voilà. Des personnes, nous qui venons très tôt le matin, qui voyons des gens déposer des canaries aux différents carrefours, des fois on rate des accidents, et vraiment on peut en témoigner. Alors ça porte atteinte à... Oui, ça porte atteinte. Ça gâte même nos routes, parce qu'on se plaint parfois même... Voilà, si par exemple un canari est posé au milieu de la route, que votre voiture, peut-être pour l'éviter, fait une sortie de route. Si vous avez vu la personne, encore qu'il faudrait qu'elle vous attende là, vous porterez plainte. Mais si la personne ne vous a pas attendu, vous porterez plainte contre qui? Mais si on a une photo, si on a une photo d'une personne... Si vous avez une photo, vous pouvez porter plainte pour qu'on recherche la personne. Si ça porte atteinte, ou bien le fait même de déposer, est-ce que c'est la loi? Est-ce que dans la loi, il n'y a pas une clause qui parle de l'interdiction de déposer des trucs, des canaries de salir les voies, mais de les dégrader, oui. Vous voyez, là c'est une interdiction, mais ça n'atteint pas la dimension d'actes de sorcellerie. Alors, maître... Et aussi il y a les commanditaires. Ça, allez-y, peut-être que c'est ça que vous voulez parler. C'est de vous parler de comment s'assurer qu'on ne fait pas d'erreur. Comment s'assurer qu'on ne fait pas d'erreur? Là est la question. C'est pourquoi on dit aveu. Imaginez-vous qu'on recherche des éléments de preuve en dehors de l'aveu. Mais chacun va interpréter. Voyons pour aller dans nos villages. On dit non, on interroge le cadavre. À quoi on assiste? Il y a un film aussi, moi j'aime bien regarder, j'aime bien m'inspirer. C'est pour aussi même que l'aveu même n'est pas téléguidé. Si on reste dans le domaine de la sorcellerie, on peut de loin faire en sorte que vous puissiez avouer. Enfin, je pense. Hein. Ah oui.
Bon, là, vous en savez quelque chose? Non, moi je... Non, par rapport aux faits qu'on constate. Voilà. Donc on pose la question. On peut téléguider l'aveu. On peut téléguider l'aveu. Bon, là encore, va falloir prouver que l'aveu a été téléguidé. Voilà. Donc mais quand on arrive au tribunal, il y a quand même des éléments. Puisque le procureur, il instruit à charge et à décharge. Il y a des éléments, si l'aveu est téléguidé, il va arriver un moment où il y aura un moment de lucidité. Et puis, dans un tribunal, téléguider dans un tribunal, parfois, le décor est tel que les choses ne sont pas si simples. Vous savez, une fois, il y a quelqu'un qui me disait, maître, demain, on va à l'audience, ne vous en faites pas, je suis là, le marabout du village. Il nous a dit qu'il fallait être sûr. Parce que cette affaire, il dit, écoutez, moi, je suis avocat, je plaiderai en droit. Mais celui qui était considéré comme le marabout, quand il a vu le décor du tribunal, mais le marabout a quitté la salle. Pourquoi? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous êtes prêt aussi du côté du tribunal? Je ne sais pas. Vous avez des talents cachés? Non, pas moi. Mais le marabout, le marabout était de notre côté. Mais là, il a quitté la salle. À ce moment, imaginez-vous que je comptais sur le marabout. On dit que les sorciers se reconnaissent entre eux. Bon, non, c'est pas oui. Vous venez au commanditaire. Aujourd'hui, on ne poursuit seulement celui qui pose l'acte, mais le commanditaire. Par exemple, il y a quelqu'un dans l'émission qui a dit qu'il faut poursuivre aussi ceux qui demandent. Par exemple, imaginez-vous quelqu'un qui dit « je veux de l'argent ». On dit « non, envoie-nous tel organe, tel organe ». Et il se met à rechercher des individus pour faire du charlatanisme. Non, mais celui-là, ce commanditaire, il faut le poursuivre. Et même le fait simplement de dire à quelqu'un d'envoyer des organes humains, ça suppose qu'il faut commettre un crime. Or, en droit pénal ivoirien, celui qui commandite un crime ou un délit est coupable même si ce crime n'a été ni commis ni tenté. Merci beaucoup, Maître Koné Kiyobien. Le débat se poursuit partout sur Facebook, Instagram, Twitter. Nous, on essaie de faire ce qu'on pouvait. On espère que vous avez suivi et que Maître a pu répondre à vos questions. On va revenir dans la réalité, ce qui est cartésien. Et là, c'est nous, hein, Marcelin Gouvoy, Nessie Inri, Maître Koné Kiyobien. Oui, c'est nous. Vous êtes assis. Non, oui, c'est moi. Là, c'est nous, voilà. Et que Dieu nous protège. Allez, Nessie, bonne journée. Vous avez peur, ça va aller, ça va aller. Non, je suis sereine. Allez, vous également rester serein. On se retrouve demain, même heure. Au revoir.